Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus sur le plateau d'une semaine en Lorraine. J'espère que vous allez bien et que vos fêtes se préparent de la meilleure des manières. J'espère aussi que vous êtes prêts à découvrir ce qui a fait l'actualité des Lorrains durant ces derniers jours grâce aux caméras de vos télévisions locales. Avec au sommaire aujourd'hui une boule de Noël 3D. C'est ce que Clélia, une société mosellane, nous fera découvrir. L'impression 3D encore, mais qui cette fois-ci se mêle au body scanning. Dans les Vosges, nous découvrirons le mariage de ces deux technologies. Un heureux événement au zoo d'Amnéville. Le parc a vu naître son premier bébé rhinocéros, une naissance qui relance l'espoir de survie de cette espèce en voie d'extinction. Les lamas et les alpagas nous feront craquer comme ils ont fait craquer un Mosellan qui leur consacre aujourd'hui sa vie. Nous prendrons la direction des tatamis d'Eschenberg en Moselle-Est pour découvrir l'aïkido. La traditionnelle course des pères et mères Noël dans les rues de Forbach, TV8 nous fera revivre ces moments de bonne humeur. Et pour terminer, nous reviendrons sur le concert de Jackie Lox et de ses 200 choristes qui a eu lieu dans la cathédrale de Metz à l'occasion de la Saint-Nicolas. Et pour commencer cette émission, je vous propose un retour sur le 17e salon Gastroniam de Gérard May. L'occasion de constater que la gastronomie est une valeur refuge en temps de crise, surtout en période de fête, avec comme star incontournable le chocolat. Donc quelques secrets de fabrication ont été levés par la maison géromoise Schmitt et ses 5 tablettes. Un reportage alléchant signé Vosges Télévisions. Aucun doute possible, les fêtes approchent et avec elles leur cortège de sollicitations plus ou moins commerciales. Et dans ce domaine, la plupart des études le montrent, la gastronomie est une valeur refuge pour le consommateur français en ces temps de crise. Vérification faite au salon Gastronomiam le week-end dernier à Gérardmer. Qu'est-ce qu'il y aura dans vos assiettes à Noël? On est invité, donc on ne sait pas, c'est la surprise. Vous avez envie de quoi? Boudin blanc. Bah, je pense qu'il y aura des escargots, j'ai acheté tout à l'heure, que je fais moi-même déjà. Bonjour mesdames, qu'est-ce qu'il y aura dans vos assiettes à Noël? Oh, certainement du foie gras. Foie gras, truites fumées. Et vous? Moi je suis plus classique, les escargots, des huîtres, des Saint-Jacques, toutes les petites choses là quoi. Parmi ces petites choses-là, n'oublions pas le chocolat, la valeur refuge anti-morosité par excellence. Budget moyen du consommateur français, 110 € par an. Un chiffre qui continue à progresser sur un marché qui pèse désormais 2,7 milliards d'euros rien qu'en France. C'est un produit de luxe mais qui reste abordable, ne cesse de rappeler Jean-Émile Schmitt et son fils Jérôme qui étaient en démonstration sur leur terre géromoise à l'occasion de ce salon. Voilà donc une maison aux 5 tablettes tout de même qui n'hésite pas à offrir quelques-uns de ses tours de main au public. Vous livrez un petit peu de votre savoir-faire, c'est pas dangereux ça? Dangereux non, partager notre savoir-faire c'est faire comprendre notre métier, c'est transmettre un petit peu l'amour qu'on peut avoir pour notre métier et ça si on parle pas de nous, on nous oubliera. Par contre se montrer, aller faire des démonstrations, livrer son savoir-faire, ça c'est l'essence même de notre métier, il y a un moment c'est le partage, le chocolat ça se partage. Un métier de création et de collection même également, ce petit personnage baptisé Olof et l'effigie de la maison Schmitt pour cette période de fête, en rappelant que si nous autres Français avons un faible pour le chocolat noir, nous restons des petits consommateurs au niveau européen, un peu plus de 6 kilos par an et par personne, contre 10 pour les Anglais, 11 en Allemagne et 12 chez les Suisses qui demeurent les champions toutes catégories. La Lorraine est très fière de ses boules de verre de Meiseltal, mais il existe dans un tout autre registre une autre boule de Noël 100% mosellane. Elle a été conçue par le jeune designer Vivien Muller et réalisée en impression 3D par un entrepreneur ingénieux qui a créé sa boutique au centre-ville de Metz, un service d'impression 3D. Mirabel TV nous présente cette alliance de technique et de créativité. Quand un jeune designer passionné de mathématiques s'empare de la magie des fêtes, il naît d'audacieuses boules de Noël. Pour sa toute dernière création, c'est la courbe mathématique de Clélie qui a inspiré Vivien Muller. En tant que designer, moi une boule de Noël c'est très intéressant parce que c'est une structure qui peut être très complexe au final, on ne s'en rend pas compte.
et ça permet un terrain de création qui est assez vaste, surtout avec l'impression 3D. C'est-à-dire que si on veut trouver une autre technique pour la faire, ce sera pratiquement impossible. Parce que là, on a un volume qui est vidé dedans, ce qui est extrêmement complexe à faire avec une autre méthode. Et aujourd'hui, l'impression 3D lui donne toujours plus d'idées et sa rencontre avec Dave Lajoie, entrepreneur messin, lui permet de les concrétiser. L'un conçoit les plans, tandis que l'autre crée les pièces. Donc ici, on voit la tête de l'imprimante qui dépose de la matière. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez donc une bobine, votre consommable, qui arrive ici, qui est fondu, extrudé et déposé couche après couche pour former l'objet. Dave Lajoie et son associé ont créé depuis le mois d'octobre cette boutique de services d'impression 3D, fabrication d'objets personnalisables à l'infini, reproduction à l'identique de pièces endommagées. Ici, l'univers des possibles n'a pas vraiment de limite et tout un chacun peut venir proposer sa propre création. On a voulu proposer un service accessible, c'est-à-dire porter la technologie au plus près des gens, mais démocratiser cette impression 3D, qui est aujourd'hui restée confinée malgré tout dans l'industrie. Je veux dire, les industriels utilisent l'impression 3D depuis des décennies, mais dans le quotidien des gens, l'impression 3D, c'est encore très virtuel. Des réalisations en matière plastique traditionnelle ou en dérivés d'amidon de maïs, et c'est ce matériau qui a été choisi pour les boules de Noël. Fabrication locale et matières recyclables ont séduit Vivien Muller. Tous les designers essayent quand même de faire des choses grand public. Après, c'est les moyens de production qui sont assez onéreux. Là, ici, tout est sur place, donc ça permet de faire des choses abordables et très rapidement. Là, il n'y a rien qui est fabriqué en Chine, qui a fait des milliers de kilomètres. Le design est local, l'impression est locale, les matériaux sont recyclables, donc ça, c'est vraiment un bonheur. Et ce lieu de production et de service est encore unique en son genre en France. Et pour mieux comprendre la création 3D, des ateliers pratiques sont aussi proposés. Et l'impression 3D, vous l'aurez compris, est très tendance. Elle répond à une envie très actuelle, celle de la personnalisation. Avoir un objet à soi, qui nous ressemble et qui est surtout unique. Voici des arguments de vente qui séduisent. De ce constat est née une idée, un rêve peut-être, rencontre avec ces rêveurs qui ont décidé de louer une boutique éphémère à Épinal pour tester l'intérêt d'éventuels clients sur la technique de l'impression 3D, mais également du body scanning. Tout un programme que nous présente Vosges Télévisions. On vous présente régulièrement sur cette antenne des entreprises et des concepts innovants. Cette fois, l'entreprise n'existe pas encore, mais le concept est en plein boom. C'est celui du body scanning et de l'impression 3D. Dominique est un ancien fleuriste, Étienne est un prothésiste dentaire retraité. Et avec un ami infographiste, ils ont décidé pendant quelques semaines de s'associer pour d'abord tester l'intérêt des spinaliens. Ils décideront ensuite de se lancer ou non. Moi, je suis allé à Paris faire des conférences et je me suis intéressé au sujet aussi par Internet. Et j'ai vu qu'on pouvait faire des choses absolument fantastiques avec la 3D. Et bon, je me suis dit pourquoi pas essayer de développer une activité autour de la 3D. Depuis que je suis en retraite, bon, je me suis intéressé de plus près et le coût des machines se démocratisant, puisque les coûts baissent comme dans tout matériel numérique, informatique. J'ai investi dans une petite machine. Et puis, je me suis lancé déjà dans la fabrication de petits objets pour m'amuser, parce que c'est très ludique. On essaie de découvrir en fait qu'est-ce qui va plaire aux clients et qu'est-ce qui va marcher. Et c'est là toute la question qu'on se pose ici dans cette boutique du centre-ville à Épinal. Qu'est-ce qui va le mieux marcher? Pour le moment, ce sont ces bustes et statuettes à votre image. Vous posez, on vous scanne et quelques heures plus tard, vous venez récupérer votre propre figurine en plastique ou en résine. Dominique et Étienne en ont déjà fabriqué une dizaine en autant de jours. Les deux sont persuadés que l'impression 3D est un marché porteur. Maintenant, l'application de la 3D est illimitée. Autant en médecine, en chirurgie, pour les professionnels, le prototypage de tout objet. Bientôt, je pense que les petites machines 3D seront dans tous les appartements, comme l'arrivée des imprimantes 2D, papier, couleur pour faire les photos. Après, avec le développement technologique, je pense que très rapidement, il va y avoir des nouveaux métiers qui vont se créer autour de la 3D, et en particulier au niveau artistique et au niveau scanning de personnes. Ça, c'est le temps qui le dira. Ce 3D Store n'est pour le moment qu'en phase de test. Les trois associés se sont donnés jusqu'au 31 décembre pour définir si leur projet est viable ou pas.
Les fêtes de fin d'année sont synonymes de magie, de surprise et parfois même de miracle. Il y a quelques jours est né Shango, le premier bébé rhinocéros blanc né au zoo d'Amnéville, une naissance rarissime en captivité. Ses parents sont arrivés au zoo en 2012 dans le cadre d'un programme de sauvegarde de l'espèce. On recense actuellement moins de 10 000 rhinocéros blancs dans le milieu naturel. Cette naissance relance donc l'espoir de survie de cette espèce en voie d'extinction. Reportage Mirabel TV. C'est une image assez rare. Shango a 9 jours et il est le premier bébé rhinocéros blanc à naître au zoo d'Amnéville. Il est en pleine forme, un véritable soulagement pour l'équipe du parc qui a scruté la gestation et la naissance de ce rhino de 40 kg à la loupe. Ça nous redonne un peu d'espoir pour les effectifs dans la nature. Il faut savoir que chaque année, plus de 1000 animaux sont tués encore pour les cornes. Donc on n'oublie pas que la mission principale des zoos, c'est bien sûr le divertissement, mais avant tout, reproduire les espèces, les élever, essayer d'avoir un patrimoine génétique dans le cas où un jour, les effectifs seraient trop pauvres dans la nature pour pouvoir espérer un jour continuer à avoir des rhinocéros sauvages. En 11 ans, il s'agit de la première naissance, et ce malgré les 5 rhinocéros blancs déjà présents dans le parc. En 2011, l'équipe avait tenté une insémination artificielle qui a échoué. Shango a finalement été conçu naturellement. L'événement est d'autant plus rarissime quand on connaît les difficultés rencontrées dans la reproduction du rhinocéros. On compte moins de 20 naissances par an pour 400 individus en captivité en Europe. Les rhinocéros sont des animaux qui ont un cycle de reproduction relativement lent, c'est-à-dire que la gestation dure 17 mois. Le petit restera avec sa mère entre 2 et 3 ans, essentiellement pour la durée de l'allaitement. Ce qui fait que le cycle de reproduction, l'intervalle entre naissance chez une mère est relativement long. Donc même si les animaux se reproduisent bien, ça prend beaucoup de temps. Chaque année, le zoo d'Amnéville compte une centaine de naissances, toutes espèces confondues. Celles des gros animaux étant plutôt rares. Elles le sont d'autant plus chez les rhinocéros blancs que la mère aurait pu rejeter le bébé à sa naissance. Mais Shango a de la chance, maman est hyper protectrice. Dans quelques instants, nous reviendrons sur le concert de Jackie Lox et ses 200 choristes pour la Saint-Nicolas dans le décor féerique de la cathédrale de Metz. Des pères et mères Noël partout dans les rues, c'était du côté de Forbach où la bonne humeur était de mise. Et enfin, l'aïkido n'aura plus aucun secret pour vous, ni pour vos enfants d'ailleurs. Mais pour l'instant, continuons dans l'univers des animaux. Je vous propose de faire la connaissance de Fabien Hensman, un Mosellan qui est tombé amoureux il y a 15 ans des lamas et des alpagas et possède aujourd'hui un grand élevage. À côté de son métier, il vend ses animaux pour ceux qui souhaitent nettoyer leur terrain et il fait même des concours avec ses bêtes. Coup de projecteur sur l'univers d'un passionné. Quand j'ai connu les alpagas et les lamas, alors là j'ai craqué. C'est un animal extrêmement gentil, docile, c'est déstressant. Et donc j'ai commencé par en acheter 3. Et ben voilà, j'ai un petit troupeau d'une 50aine d'animaux maintenant. Avec une association qui s'appelle Association foncière pastorale et avec la commune aussi à Schorbach. Donc on est en train de défricher une dizaine d'hectares qui seront entretenus par les lamas et alpagas. On dit que c'est un défricheur. Bon, il va défricher, c'est sûr. Il va empêcher les jeunes arbres de pousser. Il est surtout employé là où les machines ne peuvent pas aller. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de pentes, quand ce sont des terrains glissants, des choses comme ça. Le lama est beaucoup plus grand que l'alpaga. Les oreilles sont différentes, il a des oreilles en forme de banane plutôt, alors que l'alpaga c'est plutôt en forme de fer de lance, plus courte aussi. On peut charger le lama, par exemple, on peut le promener, on peut l'approcher plus facilement. Alors que l'alpaga, s'il n'est pas constamment tous les jours avec des humains, il peut devenir un peu plus craintif. Pour les alpagas, la qualité du poil rentre à peu près, on va dire 80% de la valeur, c'est la valeur du poil. Et les 20% autres, c'est la conformité, donc c'est l'allure, comment il marche, la position des pieds, etc. etc. Et c'est la finesse de ce poil-là qui fait la valeur, ainsi que le frisé.
et évidemment la couleur. Laissons l'univers des animaux pour entrer dans celui du sport, plus précisément dans l'aïkido. C'est un art martial japonais d'autodéfense dans lequel il faut retourner la force de l'adversaire contre lui-même. Autour de cet art du combat, il y a toute une culture traditionnelle, une ligne de conduite et sans aucun doute d'éducation pour les plus jeunes élèves. TV Cristal a posé pour nous sa caméra sur le tatami d'Eschenberg en Moselle-Est. Je reste dans cette position. Les yeux braqués sur son maître, l'admiration émane du regard du petit Nicolas par la taille, mais pas par l'esprit. Cela fait 1 an qu'il pratique l'aïkido. Le jeune garçon n'a pas choisi cet art martial par hasard. À 10 ans, il semble déjà capable de se projeter vers l'avenir. J'aime bien ce sport parce que quand je serai plus grand, ça m'aidera à me défendre et ça m'apportera quelque chose dans la vie. On va travailler les Mahai. Qu'est-ce que c'est les Mahai? C'est les licences. Les licences, c'est bien. Ici, interdiction de bafouer la culture japonaise. On en apprend les mots et les valeurs. Le respect en fait partie. Les élèves doivent par exemple vénérer leur maître, les sensei. Les sensei sont là pour instruire les élèves. Donc les élèves ils ont une certaine discipline à respecter envers l'entraîneur. Quand l'entraîneur leur montre quelque chose, ils arrêtent de travailler, ils écoutent bien. Et une fois que l'enseignant a fini son explication, ils le remercient en le saluant avant de continuer à travailler. Bien, il faut, c'est comme son kimono, si jamais quand on rentre chez nous, on doit avoir du respect pour son kimono, on doit le plier et le ranger. Ça, c'est du respect. Allez, Nicolas. Discipline, rigueur et respect, nul doute que ce sport peut être amené à façonner l'éducation des plus jeunes. C'est ce qu'on aimerait bien, qu'ils respectent, qu'ils commencent à apprendre la hiérarchie, qu'ils respectent la hiérarchie ou qu'ils apprennent à respecter leurs partenaires, les plus anciens bien sûr. Cette discipline peut être favorisée dans la vie quotidienne. Donc on respecte les anciens comme sur le tatami, comme en dehors. Arigatou gozaimashita. On reste dans la performance physique, même si ici il ne s'agit pas de battre des records, mais bien de s'amuser. La traditionnelle course de Père et Mère Noël a bien eu lieu dans les rues de Forbach. Cette année, elle aura encore réuni pas mal de monde, pas moins de 530 joggers en rouge, en blanc ont pris le départ. Éliminés un peu avant les excès des repas des fêtes de fin d'année, eh bien c'est peut-être un secret que nous livre aujourd'hui TV8. Il court, les pères et mères Noël dans les rues de Forbach. 530 joggers adultes ont revêtu le déguisement rouge et blanc pour la traditionnelle course dans les rues de la ville. Objectif, s'amuser tout en essayant de marquer un bon score. Bon, il y en a qui viennent pour faire de la performance. D'ailleurs, c'est un 10 km qui est recensé, enfin qui est labellisé. Il y a quelques faux plats, montants, descendants. On est au centre-ville, mais c'est un parcours relativement accessible, qui est très accessible pour tout le monde. Les faux plats et les dénivelés n'ont pas su ralentir Abdellah Belmouden. Le jeune membre de l'US Forbach a parcouru 10 km en 33 minutes 14. Abdellah est le premier de la course, tout juste essoufflé. Je connais bien Forbach, voilà, c'était bien. Les montées, c'était un petit peu dur, mais ça va, le reste c'était bien. Vous êtes très content de participer aujourd'hui à cette fête? Ah ouais, je suis vraiment très content. En plus, pendant Noël, ça fait vraiment de plaisir. Une belle ambiance avec un grand public ici, c'est vraiment magnifique, vraiment c'est bien, ça fait plaisir. 1 minute 3 secondes après Abdellah, Marc Jama a franchi la ligne d'arrivée.
Le coureur alsacien décroche la seconde place, à sa grande surprise, puisque Marc ne s'est pas préparé physiquement à la course. Mon sentiment, c'est que je suis satisfait, comme j'étais venu pour juste faire une course plaisir, vu que je suis en pleine période de repos. Donc je termine en 34-17 pour un 10 km de cet ordre-là, avec plein de montées et des relances, donc je peux être que satisfait. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. La morale de La Fontaine s'applique aux jeunes participants qui ont bénéficié d'un échauffement avec Robert Lang, kinésithérapeute et membre de l'organisation. Ils vont courir, il faut préparer leur musculature, préparer le cœur, préparer les articulations. Ils vont faire de la mise en température, c'est ce qu'ils font maintenant, des étirements musculaires et ils préparent les articulations, surtout chevilles et pieds. Les jeunes participants sont âgés de 3 à 16 ans et comme les grands, ils portent le costume des pères et mères Noël. On redescend, on monte bien au 7. Ça me fait du bien parce que j'aime bien courir et l'athlétisme c'est mon sport favori. J'aime bien participer à ces courses parce que j'aime bien courir et c'est pas des trop grandes distances ni des trop petites. 750 coureurs, toutes catégories confondues, ont participé à cette 10e édition de la course des pères et mères Noël. 314, s'il vous plaît, je vous entends, allez, je vous entends pas ici. Après avoir répété durant plusieurs mois, le moment tant attendu est arrivé. Le spectacle de la Saint-Nicolas a rencontré un franc succès avec plus de 1500 spectateurs venus assister au concert de Jackie Lox et ses 200 choristes. La cathédrale de Metz, décorée pour l'occasion, a durant 2 heures traversé 5 siècles de musique autour de l'Avent et de Noël. Une jolie façon de terminer cette émission en musique que nous propose Maï-Lorraine. On se quitte donc sur ce très joli air. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.